Bonsoir et bienvenue dans votre émission Regard sur l'économie. Ce samedi, nous recevons sur ce plateau M. Singya Pi Ndari. Il est économiste et spécialiste des microcrédits. Avec lui, nous parlerons de l'apport des établissements de microcrédit dans l'économie nationale. M. Ndari, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Mamanour. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Singyapi Ndari, dites-nous qui a inventé le microcrédit ou tout simplement d'où vient ce concept? Bien, avant d'aborder même le concept de microcrédit ou bien de crédit, j'aimerais d'abord donner la définition même du mot crédit. Il existe plusieurs définitions, mais j'aborde le sujet la définition en un seul mot, que c'est une somme d'argent qu'une personne met à la disposition d'une autre personne appelée emprunteur. Et la personne qui donne la somme d'argent est appelée aussi prêteur, en vue de le rembourser avec un intérêt ou sans intérêt à une date T donnée. Et donc, le concept de crédit, de microcrédit, a pris son départ au niveau de l'Amérique, beaucoup plus dans le continent américain. Et ça a évolué jusqu'à aller traverser l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Aujourd'hui, le concept au niveau national au Tchad, précisément, cela a pris effet à partir de l'année 1979 à 1985, quand le pays traversait une période d'instabilité où le secteur d'économie et le politique a pris du coup et dont la population a été abandonnée à son triste sort. C'est comme ça que la population s'est mise ensemble pour peut-être créer ce qu'on appelle les établissements de microfinance pour subvenir à leur destin en ce moment. Voilà ce que je peux en ce moment apporter dans le contexte des microcrédits. Et comment fonctionne un microcrédit? Bon, le fonctionnement des microcrédits dépend d'une institution de microfinance à une autre. Au niveau du Tchad, les institutions de microfinance sont classées en plusieurs catégories. Il y a des institutions de microfinance de première catégorie, de deuxième catégorie et même de troisième catégorie qui sont en cours. Donc chaque IMF a sa politique, son manuel de gestion. Et donc moi, je vais peut-être aborder le sujet dans le contexte de l'USEC-MK, qui est une institution de microfinance basée dans le Mayo Kébi, le Grand Mayo Kébi. Et donc pour accéder au crédit, il faut d'abord être membre dans l'institution. Il faut ouvrir un compte et puis remplir toutes les conditions exigées par cette institution pour avoir accédé au crédit. Et donc si le membre qui a déjà ouvert le compte et rempli les conditions, il y a un chargé de prêt qui s'occupe de lui, du processus du montage du dossier de crédit jusqu'à le déploiement et le suivi jusqu'à la date de remboursement. Voilà. Et comment se fait le remboursement? Ok, merci. Une fois que le crédit est placé, parce que tout d'abord il faut parler du cible, la population ciblée par les établissements de microcrédit, surtout de la première catégorie, c'est des personnes exclues des banques commerciales. Et donc, par rapport à leurs faibles revenus et la non-maîtrise même des risques autour de ces cibles, que ces établissements de microfinance partent vers eux et leur rendent le service de finance ou bien de formation de proximité. Donc, contrairement aux banques où les clients partent vers les banques pour demander un crédit, les établissements de microcrédit partent vers les cibles. Les cibles. Ceux qui sont abandonnés, que la banque les méprise, disons. Parce qu'au niveau de la banque, elle ne possède pas de mécanismes
qui gère la garantie. Parce que la banque donne beaucoup plus de crédit sous la prise des garanties réelles. Donc, des personnes solvables. Et des personnes solvables qui ont des sûretés réelles, disons. Alors que ces cibles qui sont abandonnées, ils n'ont pas d'activité génératrice de revenus fiable. Ils ne tiennent même pas de la comptabilité. Vous n'allez pas trouver des données. Et donc, ces gens-là, c'est ceux-là que les établissements de microfinance partent vers eux pour pouvoir les amener et leur rendre le service de crédit afin de les faire sortir de la pauvreté ou bien afin de les permettre de changer leurs conditions de vie. On parle souvent de microcrédit personnel et de microcrédit professionnel. Quelle est la différence? Le crédit personnel peut être défini comme un crédit individuel. Et que la personne a un projet individuel, il dépose son projet, la banque ou bien l'institution de microfinance essaie d'analyser le projet avec lui. Alors que le crédit professionnel peut être des crédits de groupement, des crédits de groupe solidaire, où les conditions de gestion de ces crédits ne sont pas les mêmes que les conditions de gestion de crédits individuels. Dans les crédits de groupement, on exige beaucoup plus, par exemple, en termes de garantie, beaucoup plus la caution solidaire. Si nous octroyons le crédit à ces personnes, une personne d'entre eux ne l'embourse pas, on reconnaît le groupe. Alors que pour le crédit individuel, c'est vous-même qui êtes concerné. Si vous ne remboursez pas, vous faites face à votre problème. Voilà ce que je peux donner comme différence entre les deux crédits. Tout à l'heure, vous avez parlé de garantie au niveau de banque. Maintenant, pour le microcrédit professionnel ou de groupement, il y a également une caution. Mais de l'autre côté, pour celui individuel, vous donnez sans engagement, sans caution. Mais lorsque le porteur du projet qui est arrivé et qui a vu son projet financé, lorsqu'il n'arrive plus à réaliser et que le fonds qui lui a été octroyé n'est plus disponible, quelles sont les solutions que les établissements de crédit ont apporté de main pour répondre à cette sollicitation? Merci beaucoup. Il y a une petite nuance entre la question de la garantie liée au crédit individuel et la garantie liée au crédit de groupe. Si nous prenons le crédit de groupe, la garantie, c'est la caution solidaire. C'est-à-dire les membres du groupement se connaissent entre eux. Donc chacun des groupements est lié au succès de l'activité de l'autre. C'est ça la garantie. Et maintenant, pour le crédit individuel, le plus souvent dans le jargon de la gestion des crédits, on dit la garantie ne substitue pas au bon remboursement ou bien à la capacité de remboursement du crédit. On accepte la garantie. La garantie, on exige des garanties pour des crédits individuels. Mais nous ne mettons pas beaucoup d'accent sur les garanties pour dire qu'en cas de défaut de paiement, c'est la garantie qu'on va prendre. Si les institutions de microfinance qui exercent, qui placent des crédits en se basant sur la garantie, c'est qu'ils sont dans la dérive de leur mission. On ne peut pas donner un crédit aujourd'hui à quelqu'un, soi-disant qu'on veut le sortir de la pauvreté. Et en cas de défaut, on revient demain pour ramasser ses biens. Ça veut dire qu'on est en train de l'enfoncer encore davantage dans la pauvreté. Et donc, la gestion professionnelle de crédit individuel, là, nous ne visons pas beaucoup plus la garantie. La garantie est prise ici comme un second recours. Un second recours dans le cas où il y a défaut de paiement. Sinon, au moment de l'analyse même du dossier de crédit, on doit voir la rentabilité de l'activité. Parce que le crédit individuel, le montant que la personne vient solliciter, c'est pour aller renforcer, par exemple, le fonds propre ou bien le fonds de déroulement d'une activité, d'une entreprise. Donc, le chargé de crédit fait l'analyse d'abord de cette entreprise-là pour voir est-ce que c'est une entreprise rentable. Et l'octroi de crédit se base sur les revenus de l'entreprise. Les revenus de l'entreprise. Voilà. D'accord. Il y a eu, par exemple, un ministère dédié spécifiquement au microcrédit, créé au lendemain de l'exploitation du pétrole tchadien.
Mais ce ministère s'est vu disparaître après. Est-ce que c'est dû au fait que les crédits qui ont été octroyés n'ont pas été remboursés ou pas? Nous ne le savons toujours pas. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que les établissements de microcrédit continuent à être pérennes, à rester, à offrir des services, pendant que de l'autre côté, tout un ministère a disparu? Bien, c'est un problème un peu politique. Je peux dire que c'est la politique du gouvernement. Le crédit, c'est un risque. Et donc, avant de se lancer dans l'activité crédit, il devrait avoir une étude de faisabilité que le gouvernement devrait le faire. Ou les structures en charge de microfinance. Est-ce qu'en ces temps, ceux mêmes qui sont au niveau de microfinance sont réellement des gens du domaine de la microfinance? Parce qu'il ne faille pas amener quelqu'un et déposer là et dire qu'il faut faire le crédit. Là, le résultat, c'est ce que le pays est en train de récolter. Mais en ces temps, la meilleure méthode, la meilleure possibilité était que normalement, le gouvernement devrait passer par les établissements de microfinance et essayer de négocier avec eux, peut-être signer une convention de partenariat et que dans le contenu de la convention, il faut peut-être exiger que ces crédits qui seront déployés ou bien placés au profit de la population soient à un taux bonifié. Et parallèlement, le gouvernement doit prendre en charge les frais d'entretien de ces crédits. Parce que pour que l'argent revienne, il faut le suivi approché. Absolument. Il faut orienter, il faut conseiller le membre dans l'exercice de ses activités. Donc c'est celui qui exploite le crédit doit être accompagné par le chargé de prêt tout au long de son activité jusqu'à le jour de remboursement de son crédit. Et je voudrais souligner là quelque chose que ça a constitué aussi une difficulté pour les VMF parce qu'en ces temps, le gouvernement était un concurrent aux autres IMF. Donc là-bas, les gens trouvent facilement l'argent et ne reviennent pas rembourser. Et donc il y a confusion entre l'argent de l'État et l'argent même des contribuables qui sont membres des institutions de microfinance qui ont voulu confondre les deux choses et ne remboursent pas le crédit. Et quand le crédit ne se rembourse pas, ça devient une difficulté pour cette institution-là. Vous êtes membre d'une IMF. Dites-nous comment vous arrivez à surmonter les difficultés liées au non-remboursement des crédits. Bien, je profite pour dire que l'USEC a vu le jour depuis 1985. Nous sommes à plus de 30 ans d'exercice. Nous avons commencé nos activités dans les milieux ruraux. Aujourd'hui, nous sommes en train de monter déjà vers les villes, les milieux urbains. Et donc, nous avons un personnel compétent, formé dans le domaine de gestion de crédit. Donc, avant de placer un crédit sur place, il y a toute une étape à suivre. De la prise de contact même avec le demandeur. Comme vous, Mohamed Nour, aujourd'hui, si vous venez demander le crédit, le premier jour même de notre prise de contact constitue une analyse pour un gestionnaire de crédit. Après ça, il y a l'entretien avec vous dans votre lieu d'activité ou bien à domicile. Dans l'entretien, vous devez mettre à la disposition du chargé de crédit toutes les informations vous concernant, en individuel d'abord, et puis les informations concernant l'activité à financer. L'agent de crédit essaye de collecter toutes ces informations, il rentre chez lui, il fait son analyse technique, et puis il revient pour valider les informations. Est-ce que les informations que vous les avez livrées là sont des informations vraiment réelles, ou bien ce ne sont pas des désinformations? Après cela, il fait les calculs des différents ratios pour voir est-ce que si vous avez besoin aujourd'hui, par exemple, d'un montant d'1 million, est-ce que vous avez la capacité de rembourser les 1 million? Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, pour pouvoir déterminer la capacité de remboursement, il faut prendre le total de votre bien, votre patrimonial. Et si nous trouvons la valeur
par exemple un montant X, vous pouvez avoir le 1/3 de votre patrimoine. Comme crédit. Comme crédit. Si le total de votre patrimoine fait par exemple 300 000, votre capacité de remboursement ou bien de prendre le crédit est 100 000. Et si les crédits sont analysés de cette façon, il y a peu de risques de non-remboursement. Dès que vous octroyez ou bien vous bénéficiez de ces 100 000, à l'intérieur de 15 jours du placement de crédit, l'agent de crédit doit revenir chez vous pour voir est-ce que vous avez réalisé l'activité pour laquelle vous avez demandé le crédit. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, si vous avez réalisé, il devrait revenir faire des visites de routine quotidiennement pour voir est-ce que vous êtes en train d'avancer bien dans votre activité. Donc, il vous suit, il vous forme, il vous amène à faire la différence entre le revenu de votre entreprise et votre revenu propre, jusqu'à ce que vous remboursez. Voilà. Et si le crédit est fait de cette manière-là, le risque de non-remboursement est trop peu. Alors que si on vous surendette, le fait que vous êtes venu demander les 1 million, sans analyse, on vous donne les 1 million, alors que votre capacité de rembourser est 300 000. Du coup, on vous a mis dans un problème. Et là, si c'est ça, nous ne contribuons pas à l'amélioration de votre condition de vie, plutôt on vous enfonce dans la pauvreté. Et c'est comme ça qu'on dit le plus souvent qu'il n'y a pas un mauvais emprunteur, mais il y a toujours des mauvais prêteurs dans la gestion de crédit. D'accord. Merci. À votre niveau, est-ce que vous avez des cas de non-remboursement que vous avez gérés? Il y en a. Comme je disais, c'est depuis 1985. Il y a quand même des gens qui rencontrent des difficultés lors de leur activité. Et donc nous essayons de résoudre les problèmes à l'amiable. Mais nous la gestion des crédits est encadrée par la loi COBAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Donc, quelles que soient les difficultés de non-remboursement que les membres rencontrent, le volume d'encours de crédit impayé ne doit pas dépasser le 5% de l'ensemble de l'encours effectif du crédit. Si le portefeuille à risque est inférieur ou égal encore à 5%, c'est encore tolérable. Mais si ça dépasse les 5%, on met sur place la politique de recouvrement que nous avons définie. On commence d'abord par le recouvrement à l'amiable si le débiteur collabore. Dans le cas où le débiteur ne collabore pas et qu'il est solvable, là, on essaye d'apporter son problème au niveau de l'autorité compétente pour nous trouver solution. Mais si le débiteur est solvable et qu'il collabore, on essaye de réétablir encore un autre calendrier de remboursement qu'on le suit. Et il y a plusieurs catégories de cadres de figure dans le non-remboursement. Vous allez rencontrer des gens qui ont rencontré réellement des difficultés de non-remboursement. Ils ont la volonté de rembourser, mais en cet instant T-là, ils ne pourront pas. C'est la réalité, la situation qui est en train de vivre en ces temps T-là, qui ne peut pas. Donc, pour ces cadres de figure-là, on essaie de voir avec lui à quel moment il peut relancer ses activités pour pouvoir rembourser le crédit. Mais il y a des gens qui ont la capacité de rembourser, mais n'ont pas la volonté de rembourser. C'est ces gens-là qui constituent les difficultés pour nous et on essaie d'aller avec le problème auprès des autorités. Et pour cette catégorie, est-ce que vous êtes arrivé une fois à la saisine des biens, par exemple? Oui, on est arrivé, mais on respecte, on le fait dans le respect des règles. Parce qu'il faut respecter l'acte OHADA qui traite les actes civils. Et donc, si c'est arrivé à ce niveau, nous confions le dossier à notre huissier. Nous avons des conventions avec un huissier. Donc, si ça arrive à ce niveau-là, c'est lui qui maîtrise les domaines dans ce sens-là. On lui confie le dossier et puis conduit jusqu'à la saisie des biens. Nous avons, M. Ndari, beaucoup parlé de crédit, son fonctionnement. Maintenant, quelle est sa contribution dans l'économie nationale?
Merci pour cette question. C'est cette question-là que moi je voudrais profiter pour adresser à la population tchadienne tout entière et particulièrement au gouvernement tchadien. Les établissements de microfinance en principe sont les voies de moyens qui contribuent à la lutte contre la pauvreté. Parce que c'est eux qui sont en front office directement avec la population, qui est abandonnée par les autres institutions financières classiques. Et qu'aujourd'hui, dans le plan stratégique national même au niveau du Tchad, il y a la problématique de l'inclusion financière. C'est-à-dire apporter du service financier à la porte de la population, à celui-là qui a une faible revenu. Il y a le Padelfit aussi qui est là. Oui, le Padelfit plutôt que je voulais même féliciter, saisir cette occasion pour féliciter Padelfit qui fait beaucoup d'efforts pour pouvoir aider les établissements de microfinance à aller dans le sens de l'inclusion financière. Mais le gouvernement en tant que tel, à travers le ministère de la formation professionnelle, fait aussi de son mieux parce que ce ministère qui a été disparu se trouve aujourd'hui avec une direction générale au sein du ministère de la formation professionnelle et des métiers, qui fait de son mieux quand même pour pouvoir amener le paix dans le secteur, mais malgré tout ça, ça ne prend pas. Et quel est le message que vous voulez adresser au gouvernement? Le message que nous voudrons adresser au gouvernement, c'est que le gouvernement, il faut qu'il arrive à élaborer une stratégie d'aide vis-à-vis des établissements de microfinance afin d'aider. Parce que si je prends le cas, par exemple, de l'USEC, aujourd'hui, l'USEC a employé 235 employés. Il y a 340 élus qui exercent auprès de ces techniciens bénévolats. Nous avons 117 000 membres que nous les rendons service de crédit, d'épargne et de formation sur l'éducation financière. Comment gérer leurs propres biens? C'est normalement le travail de l'État. Mais si quelque part une institution qui s'efforce déjà à par exemple, consommer 35 diplômés 235 diplômés, et que s'il y avait un appui du gouvernement qui va l'aider et élargir son champ sur le plan national, pourquoi pas arriver à embaucher 1000 étudiants, 1000 jeunes et autres. Emplois, par exemple. Voilà. Par exemple, lors de notre implantation du CC de N'Djamena, nous avons fait une étude de faisabilité en 2015. Mais nous avons trouvé que le taux de bancarisation à N'Djamena en 2015 était de 9%, avec un total d'habitants de 1,3 million. Vous voyez ça, c'est en 2015. Et aujourd'hui, la croissance de la population n'djaminoise est de 5%, environ 5% annuel. Si nous estimons ça, nous serons aujourd'hui à près de 6 millions, mais le taux de bancarisation est autour de 10 ou 12. Il y a beaucoup de quartiers de N'Djamena qui ne sont pas desservis par les structures financières. Alors qu'il y a des petits exploitants qui sont là et qui est constitué de jeunes dynamiques. Il suffit de venir envers eux avec un 10 000, avec un 20 000. Ils se lancent dans les activités et puis ils prospèrent. Ils n'attendent plus de quelqu'un. Et c'est aussi une manière, par exemple, de mettre tout le monde au travail. Parce que si vous arrivez à mettre tout le monde au travail aujourd'hui, personne n'aura le temps de rester réfléchir à demain, par exemple, attaquer quelqu'un. À demain, par exemple, arracher un téléphone avec quelqu'un. Parce que les gens restent, ils trouvent le temps à réfléchir comment faire du mal demain là, parce qu'ils n'ont pas de travail à faire. Mais si l'État passe par ces établissements de microfinance et leur met à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces établissements de mettre tout le monde au travail, le développement continue. L'argent que les gens vont utiliser rentre dans le circuit économique et du coup, c'est la prospérité du Tchad. J'espère que votre message ira qui est de droit pour que vous puissiez faire davantage. Déjà, ce que vous faites sur le terrain est à saluer.
et nous espérons que vous aurez une réponse du gouvernement. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir échanger avec nous autour de cette question de microcrédit et microfinance. Merci, c'est à nous de vous remercier plutôt, parce que nous n'avons pas eu l'occasion de venir discuter de la microfinance une fois comme ça sur les plateaux et faire parler aussi un tout petit peu de l'USEC MK qui est en train d'émerger vers le Mayo-Kébi. Donc c'est une occasion pour nous de remercier aussi l'ONAMA pour l'effort qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes au terme de notre numéro. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très prochainement.